السلام عليكم. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, docteur Julien Gély, médecin et rédacteur adjoint de la revue Prescrire. Bienvenue à nos amis marocains et peut-être africains sur ce webinaire que nous avons organisé, toujours dans l'esprit d'améliorer nos connaissances médicale, si vous voulez, sur le plan des médicaments, des produits de santé, etc. Parce qu'on se limite souvent à l'AMM, on est confiant dans l'AMM et l'AMM, quand on a octroyé l'autorisation de mise sur le marché, il se trouve que dans la pratique quotidienne, on a des effets secondaires, on a des complications, on a des problèmes de tératogénèse, etc., qu'on ne voit pas parce qu'on ne le signale pas. Et donc, cette histoire de pharmacovigilance, c'est une affaire de masse, ce n'est pas une affaire d'individu. Et tant que nous ne notifions pas ce que nous observons, ce que nous observons au quotidien, même des effets secondaires connus, on ne peut pas savoir si nos prescriptions ne sont pas parfois nocives pour le patient, d'où le contenu du texte qui accompagne la fiche d'annonce de ce webinaire. Alors, nous avons une expérience quand même qui date. Docteur Julien Gély va nous en faire part. Il va nous brosser un tableau de ce qu'est la revue Prescrit qui remonte à des dizaines d'années pour comprendre que c'est aux médecins de prendre les choses en main et qu'ils sont tout à fait capables, sans avoir affaire ni aux autorités sanitaires ni aux laboratoires, qu'ils peuvent tout à fait se prendre en charge pour améliorer la santé, mais ensemble, parce que c'est une affaire de prise de conscience collective. Je ne vais pas trop tarder pour laisser le temps au docteur Julien Gély, voilà, pour nous parler un petit peu, comme ça lui convient, comme il le conçoit lui-même, de nous parler un petit peu de cette revue Prescrire et en particulier, comment est née l'idée de créer une revue complètement indépendante, ce qui n'est pas facile, complètement indépendante des laboratoires et des autorités. C'est un grand défi qui est réussi parce qu'elle dure. Et donc, l'indépendance est un élément très important pour la qualité de la science. Docteur Gély Julien, je vous cède la parole. Je ne vais pas parler trop longtemps parce que c'est vous qu'on aimerait entendre et pas moi. Bien, merci beaucoup. Alors, je vais commencer par partager mon écran et normalement, comme ça devrait marcher. Eh bien, écoutez, déjà, merci beaucoup pour cette invitation de la Société marocaine de médecine générale pour parler de prescrire. Comme vous l'avez dit, effectivement, c'est pas facile et ça a même probablement été difficile de créer une revue indépendante des firmes. Je vous avoue que j'étais pas là à sa création. Elle a quasiment jour pour jour mon âge, mais elle date de 1980 et depuis, effectivement, c'est passionnant, ça continue et donc il y a plein de choses utiles dont je vais essayer de vous parler au cours de cette présentation. J'ai essayé de parler un peu plus généralement de documentation, de manière de trouver des informations utiles et pertinentes pour les soins. Donc, c'est pour ça que le titre de cette présentation, c'est Fonder ses décisions en pratique de soins sur du solide. Et parce que la Société marocaine de médecine générale m'a demandé de parler de prescrire, je vais aussi vous dire comment prescrire peut vous y aider, justement, à prendre des décisions en pratique de soins. D'abord, avant tout, je vais commencer par déclarer mes liens d'intérêt, parce que c'est essentiel, comme je vais le rappeler par la suite, et aussi parce que c'est la loi. Je m'appelle Julien Gély, je suis donc responsable de la rédaction adjoint de la revue Prescrire, et je suis médecin généraliste de formation. J'ai exercé pendant une dizaine d'années, et j'ai arrêté depuis que je travaille à plein temps maintenant pour la revue Prescrire. Je n'ai aucun lien d'intérêt avec des firmes ou des organismes qui interviennent dans le domaine de la santé. Et comme tous les membres de la rédaction de la revue Prescrire, je signe chaque année une charte qui s'appelle la charte Non Merci et qui, dans son texte, rappelle par exemple un des objectifs qui fait partie des statuts de l'association Mieux Prescrire. C'est l'association qui porte la revue Prescrire et qui précise très explicitement que l'objectif, c'est d'œuvrer en toute indépendance pour des soins de qualité dans l'intérêt premier des patients.
Et comme vous allez le voir dans la présentation, je vais souvent revenir sur cette notion de l'intérêt des patients avant tout. Pour commencer à parler un peu plus largement de documentation et donc de recherche d'informations pour aider à la pratique de soins, je voudrais vous rappeler des choses que très probablement vous avez expérimentées vous-même, hein, que c'est pas forcément facile face à un problème qui se présente en pratique de soins de trouver une réponse fiable, pertinente et adaptée. Comme je l'ai dit au début, tout ceci, on essaie de le faire en tant que soignant dans l'intérêt des patients. Et en fait, il appartient à chaque prescripteur de choisir une stratégie de soins en connaissance de cause, si possible en veillant à préserver son indépendance et donc en la basant sur des données qui sont étayées, actualisées, mais en adaptant ces données à chaque patient, à celui ou celle qui est en face de lui à ce moment-là, et à chaque situation. Pour ça, il faut disposer d'informations fiables et pratiques. Alors dit comme ça, c'est simple, et en fait, c'est un peu plus complexe. Vous vous êtes sûrement rendu compte qu'on a à notre disposition énormément d'informations, notamment sur la santé, mais pas que, évidemment, et que quand on veut fonder ses décisions de soins sur du solide, bah, finalement, c'est pas la documentation qui manque. On en a largement assez. Ce qui manque, c'est plutôt le temps pour la trier, cette information, et puis surtout les moyens pour en extraire la partie la plus intéressante. Les réseaux sociaux, Internet, plus généralement, n'ont absolument pas réglé le problème. La masse d'informations est de plus en plus importante, mais dans cette masse d'informations, il y a des informations qui sont parcellaires, qui sont biaisées, parfois mensongères, et l'essentiel, c'est donc de faire le tri pour reconnaître l'information fiable et pratique. Une des questions qu'on se pose souvent, c'est est-ce qu'on peut y arriver seul? Euh, Probablement que c'est très difficile, voire impossible. En tout cas, analyser les résultats de chaque essai clinique qui nous concerne et qui pourrait, en théorie, nous aider à mieux soigner des patients qu'on voit tous les jours, ça apparaît très rapidement illusoire pour de nombreux soignants, ne serait-ce encore une fois que par le temps que ça nécessite et les moyens pour mettre en œuvre cette analyse. En fait, une telle analyse, elle repose et elle nécessite un travail d'une équipe, donc de plusieurs personnes, plus ou moins nombreuses qui vont ensemble repérer, par exemple, des défauts méthodologiques qui annulent ou font prendre moins de poids à certaines informations ou données. C'est aussi une manière, en se mettant à plusieurs, de réfléchir ensemble, de confronter les données qu'on peut trouver à d'autres données disponibles, donc d'autres essais antérieurs, d'autres connaissances qui ont pu être accumulées, et puis aussi d'identifier des choses qui biaisent l'information. Alors, un des biais dont je vais vous parler juste après, c'est par exemple le biais de publication. À partir d'un exemple qu'on a rapporté dans la revue Prescrire, mais qui en fait est tiré d'une étude publiée dans Psychologie Médecine en 2018. En fait, cette étude avait recensé environ 100 essais cliniques sur les antidépresseurs, 105 pour être plus précis. Et cette étude avait pour objectif de repérer quels étaient les essais qui étaient positifs, c'est-à-dire avec des résultats en faveur du traitement antidépresseur, et puis des essais négatifs qui donc étaient en défaveur de l'efficacité du traitement antidépresseur. Quand on regarde le graphique à droite, on se rend compte que les points bleus, c'est les essais qui sont positifs, donc en faveur du traitement antidépresseur. Et les points roses avec un centre blanc, c'est les essais négatifs pour la première colonne. En gros, quand on regarde tous les essais qui ont été menés, terminés, il y en a la moitié qui sont positifs, la moitié qui sont négatifs. Pour être précis, c'est 53 positifs, 52 avec des résultats en défaveur du traitement. Sauf que le biais de publication fait que les essais avec des résultats négatifs en défaveur du traitement antidépresseur ont moins de chances d'être publiés dans une revue scientifique. Parce qu'ils ont moins de chances d'être publiés, bah, il y en a à peu près une bonne moitié qui ne le seront pas. Et donc, quand on regarde uniquement les essais publiés, on se rend compte que artificiellement, on a l'impression qu'il y a beaucoup plus d'essais positifs que d'essais négatifs, alors qu'au début, ce n'est pas le cas. Malheureusement, ce n'est pas le seul biais qui entre en jeu, le biais de publication. Il y a aussi des biais de mention des résultats, le fait que on va rapporter des résultats qui sont positifs en faveur du traitement plus que des résultats qui sont en défaveur. Et un autre biais, qui est le biais en français qu'on traduit parfois le biais de baratin ou de torsion des faits, c'est le fait de tourner des résultats qui en fait sont en défaveur, mais de manière à les faire passer pour des résultats en faveur. Par exemple,
quelque chose qui est à la limite de la significativité en faveur d'un traitement, alors qu'en fait, le résultat n'est pas statistiquement significatif et donc il ne devrait pas être considéré en faveur. Ces trois biais se cumulent et font qu'on a encore plus l'impression qu'il y a des essais en faveur des traitements antidépresseurs. Et enfin, il y a un dernier biais qui se surajoute, c'est le biais de citation. C'est le fait que plus un essai a des résultats positifs en faveur du traitement, plus il a des chances d'être repris, que ce soit repris dans une autre étude, dans une synthèse d'études par exemple, mais repris aussi par une synthèse narrative, repris dans la presse grand public. Et donc quand on regarde la dernière colonne, les points bleus sont très nettement majoritaires par rapport aux points roses, alors qu'en fait au début, la moitié des essais étaient en faveur et l'autre moitié en défaveur. Mais le résultat final, c'est une surestimation de l'efficacité apparente. Pour arriver à faire ce tri, pour arriver à savoir quels sont les essais réellement positifs et est-ce qu'il n'y a pas des résultats d'essais négatifs qui sont cachés en quelque sorte, qui sont la face immergée de l'iceberg, et ben, dans ces cas-là, il faut mettre en œuvre une recherche dans des bases de données particulières sur les essais cliniques, voire parfois aller solliciter les équipes de recherche elles-mêmes pour avoir accès à ces essais qui ne sont pas publiés notamment et qui sont bien souvent des essais négatifs. Donc, vous vous rendez bien compte que tout ça, c'est compliqué. C'est évidemment, là, c'est dans le cas des antidépresseurs, dans le cas de la dépression, mais c'est valable dans bien d'autres situations cliniques. Une des difficultés auxquelles on est rapidement confronté quand on veut documenter, c'est de trouver des sources fiables. Souvent, il faut s'en remettre à d'autres qui vont trouver et sélectionner les sources les plus pertinentes. Car les sources sont très nombreuses. En fait, des sources d'information, on peut en citer par exemple dans des résultats détaillés d'essais cliniques, par exemple dans les publications dans les revues scientifiques. On peut se baser sur des synthèses méthodiques, donc des revues de la littérature, avec ou sans méta-analyse. Parfois, on peut se reporter aux recommandations, aux guides de pratique clinique, en espérant arriver à trier ceux de meilleure qualité. Et puis aussi, on peut se référer aux signaux de pharmacovigilance, donc à toutes les données qui concernent les effets indésirables des médicaments, avant que ceux-ci soient considérés comme réellement des effets indésirables dus aux médicaments, même quand ce sont simplement des signaux d'alerte en quelque sorte qui doivent éveiller un peu les esprits. Et tout ça, ces sources, elles sont multiples et en plus, il faut actualiser régulièrement ces connaissances en allant régulièrement regarder ces diverses sources et en faisant un tri. Encore une fois, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps et d'énergie. On segmente parfois la littérature scientifique en littérature primaire et en littérature secondaire. La littérature primaire, c'est celle qu'on cite facilement parce qu'en fait, c'est les résultats des travaux de recherche, c'est les résultats des études, des essais cliniques. Elle a l'apparence d'être à jour, puisqu'en fait, c'est ce qui est publié le plus rapidement après la fin d'une étude ou d'un essai. En fait, il y a souvent quelques mois entre la fin d'un essai, une étude et la publication. Mais en fait, ce sont des données peu accessibles, peu fiables et peu pertinentes. Et puis surtout, comme je l'ai dit déjà plusieurs fois, c'est impossible de tout analyser au niveau individuel pour une seule personne. La littérature secondaire est là pour si possible, essayer de résoudre un peu ce problème en faisant un tri, un résumé, une analyse de cette littérature primaire. Et c'est typiquement ce que font les synthèses méthodiques, donc les revues de la littérature, qu'il y ait ou non des méta-analyses des données en plus. Une autre question qui est très importante à se poser quand on cherche s'informer, à se documenter, c'est de fixer des critères de qualité pour le contenu de l'information et la manière dont elle est produite. Le contenu de l'information, il faut d'abord se demander si cette information est fiable. Est-ce qu'elle est issue d'une analyse rigoureuse et actualisée? Surtout, est-ce que cette information est pertinente pour les soignants et pour les patients? Et là, le maître mot, c'est est-ce qu'elle est issue d'une évaluation comparative? Si je vous dis qu'un médicament euh, montre un effet sur l'évolution d'une maladie, ça ne me dit pas grand-chose si je vous dis pas par rapport à quoi il a été comparé. Si je vous dis que ce médicament est plus efficace qu'un autre médicament, plus efficace qu'un placebo, là, c'est une information qui a un peu plus de valeur. La question, c'est vraiment celle du progrès par rapport à ce qu'on a déjà, par rapport aux meilleurs traitements disponibles qu'on a déjà. Donc, c'est vraiment la comparaison qui est importante. L'accessibilité de l'information est aussi très, très importante puisque en situation de soins, vous n'avez généralement pas beaucoup de temps pour trouver la réponse même si c'est un petit peu en décalé par rapport à la consultation. Et donc, il faut que cette information soit facile à trouver, à retrouver, évidemment, et puis surtout à comprendre. Pour
se demander si l'information est de qualité, il faut aussi se demander qui l'a produite, qui l'a financée, qui l'a élaborée, et puis selon quelle procédure. Toutes ces questions, elles sont importantes pour chaque personne qui cherche des informations sur les soins et pour aider à décider. Et donc rapidement, tout ça, ça m'amène à vous parler de prescrire, puisque une des demandes de la Société marocaine de médecine générale, c'était de vous parler de prescrire, la revue prescrire, pas de pourquoi l'acte de prescrire, mais pourquoi la revue prescrire. Et donc, je vais vous raconter un petit peu, pas forcément comment elle est née, mais comment on fonctionne. Ça nous ramène à ces liens d'intérêt et ces conflits d'intérêt dont je vous ai parlé au début. Un constat assez rapidement partagé, c'est que chaque acteur en santé a ses intérêts propres et que ces intérêts peuvent rentrer en conflit, soit avec l'intérêt des patients, soit avec l'intérêt général. Et que ces intérêts, ces conflits d'intérêts peuvent influencer de façon néfaste les soins. C'est absolument pas nouveau. Là, je vous montre une capture d'écran de l'application Prescrire qui recense tous les textes publiés par Prescrire depuis 1981. Depuis 1981, avec le mot-clé influence, conflit d'intérêt, il y a 480 résultats. À vue de nez, ça fait en moyenne un texte par mois qui traite des influences et des conflits d'intérêt depuis une quarantaine d'années. Donc, c'est quelque chose qui est absolument pas nouveau. Ça, donc, c'est une question d'influence, parce que les liens d'intérêt influencent les prescriptions des médicaments, mais aussi des examens médicaux, que ça influence les recommandations, donc ce qui constitue les guides de pratique clinique et ce qu'on préconise de faire aux soignants. Ça influence évidemment la publication des données, et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la non-publication des données aussi. Et pour compliquer la chose, tout ça n'est pas forcément conscient, la plupart du temps ça ne l'est pas d'ailleurs, et même des petites choses, des cadeaux, ont une influence, c'est démontré. Et quand on vous offre quelque chose, notamment quand une firme vous offre quelque chose, même si ça a l'air insignifiant, ça a l'air petit, ça a l'air pas cher, demandez-vous toujours ce que ça rapporte. Et généralement, dans ces cas-là, l'adage quand c'est gratuit, c'est vous le produit, est plus que vérifié. C'est particulièrement important, ces questions d'influence dans le domaine de la santé, donc c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, mais vous avez pu le remarquer que c'était important aussi dans d'autres domaines de la vie publique ou de la vie sociale. Dans le domaine de la santé, c'est important parce que ces influences peuvent nous pousser, en tant que soignants, à poursuivre d'autres intérêts que ceux des patients. Et ce que j'ai dit au début, c'est que nous étions là, en tant que soignants, pour œuvrer avant tout dans l'intérêt des patients. Et justement, si on n'y prend pas garde, on fait prendre des risques aux patients, et avant tout aux patients. Les liens d'intérêt avec les firmes ou avec les organismes en général qui interviennent dans le domaine de la santé euh, augmentent le risque de surestimer l'intérêt des médicaments, par exemple celui des antidépresseurs, dans l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, et donc potentiellement d'exposer les patients à des traitements inadaptés, inutiles, voire dangereux. Le choix de prescrire, donc depuis 1981, c'est de dépendre uniquement des abonnés. Donc, c'est les abonnés qui, en payant la revue, participent à assurer le maintien de cette offre d'information qu'on leur fournit à eux et au travers des abonnés aux patients. C'est pourquoi cette revue, donc la revue Prescrire, est financée uniquement par les abonnés, sans publicité ni subvention et sans sponsor ni actionnaire. Une autre particularité de la revue, c'est que les textes ne sont pas signés par les personnes qui y ont contribué. C'est une signature collective de l'équipe Prescrire. Cette signature collective, elle est aussi le signe que le travail repose sur de nombreuses personnes qui ne se limitent pas à une demi-douzaine de personnes ou une dizaine de personnes comme on voit souvent dans les articles scientifiques. Elle repose sur une équipe de documentation solide qui fait un travail quotidien de veille ou de recherche systématique. Et puis aussi un travail pluriprofessionnel avec par numéro, donc chaque numéro, chaque mois, environ 200 rédacteurs ou relecteurs qui ont participé à l'ensemble des textes du numéro. Je ne vais pas vous détailler tout le circuit d'un texte chez Prescrire, et je ne suis pas sûr que vous arriviez à lire toute cette diapositive, mais c'est pour vous en rappeler les grandes étapes. En- Pour faire court, on décide de se lancer dans un texte de plusieurs manières. Parfois, c'est parce que la veille, les diverses veilles qui sont organisées par les diverses équipes de la revue Prescrire ont mis en évidence quelque chose, un sujet, un médicament nouveau, un effet indésirable potentiel. Et cette équipe, à un moment, décide de se lancer sur un texte.
Des fois, ce sont des abonnés qui nous suggèrent des sujets, ou parfois ce sont des non-abonnés des non-abonnés, pardon, qui, euh, qui, qui peuvent écrire à prescrire pour critiquer une certaine analyse, une position, un texte qui rapporte certaines données de manière qu'ils contestent. Et donc, ça nous arrive aussi de répondre comme ça sur une mise en question de ce que Prescrire a écrit précédemment. Tout ça fait qu'on décide de lancer un texte en ayant à chaque fois l'idée de cerner les questions pour que les réponses apportées soient les plus utiles aux soignants et donc aux patients. Une fois que le texte est décidé, il y a une recherche documentaire ciblée qui est opérée avec un tri des références, plusieurs personnes qui écrivent, réécrivent le texte, et ce texte est envoyé auprès de relecteurs, à la fois des relecteurs internes, mais aussi des relecteurs externes. Donc ces relecteurs externes, c'est des relecteurs qui ne font pas partie de l'équipe Prescrire, c'est des soignants, parfois des non-soignants, des médecins, mais pas que des médecins, ça dépend. On essaye de faire un comité de lecture souvent très pluriprofessionnel avec des spécialistes du sujet. Et dans ce comité de lecture, des personnes qui ne sont pas forcément, et le plus souvent c'est ce qu'on cherche, d'accord avec Prescrire. C'est-à-dire que la confrontation des idées fait que des personnes qui n'ont pas forcément la même analyse et la même vision vont nous répondre de manière argumentée, et ces arguments vont ou non faire que ça modifie le texte. Évidemment, quand on réécrit le texte, on prend en compte les retours, surtout les retours argumentés qui sont étayés par des données d'évaluation, plus que les opinions d'une seule personne qui estimerait que tel médicament est plus efficace qu'un autre. Et après d'autres étapes de vérification, de validation, ce texte est publié dans la revue, papier ou sur le site. Et même quand ce texte est publié, il peut toujours soit être mis en cause, comme je l'ai dit, soit on peut, par notre veille, repérer des données qui pourraient faire évoluer notre position, et donc on peut revenir sur le sujet ultérieurement, ce qu'on appelle des textes plus de recul. Voilà, donc en fait, le processus n'est jamais forcément terminé, et la construction de la connaissance se fait comme ça, petit à petit, et de manière continue. Pour que le contenu de l'information apporté par Prescrire soit fiable, donc il y a plusieurs choses qui ont été mises en place. Donc, je vous ai parlé déjà des veilles bibliographiques qui sont menées en continu. Elles sont sur des domaines très divers. Alors, certaines concernent l'évaluation des médicaments, d'autres la pharmacovigilance, d'autres veilles concernent plutôt les guides de pratique clinique ou d'autres sujets plus sociétaux, par exemple sur l'exposition certaines substances dans l'environnement, etc. Et la deuxième caractéristique, c'est que la recherche qui est déclenchée, la recherche documentaire, une fois qu'on décide de s'engager dans un texte, est très fouillée, très approfondie dans de nombreuses bases de données, et des bases de données qui sont parfois complexes à connaître, souvent payantes, qui nécessitent donc une équipe pour se donner les moyens d'aller chercher toutes ces données qui ne sont pas forcément accessibles facilement sans abonnement par quelqu'un qui voudrait essayer de faire la même chose. Euh, une des choses qui nous guide, c'est évidemment la démarche fondée sur les preuves, donc l'evidence-based medicine. Euh, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'on essaye à chaque fois de hiérarchiser les questions, avant tout avec l'intérêt du patient en ligne de mire. C'est ça qui va définir et dessiner la stratégie de recherche documentaire, mais aussi le tri et l'analyse des références qu'on va recenser. Et à chaque fois, on distingue très clairement les faits démontrés, prouvés, les hypothèses, les incertitudes, et ça c'est quelque chose qui est très particulier à prescrire, c'est d'exposer à chaque fois les zones d'ombre, le fait qu'on ne connaît pas encore très bien quelque chose, voire on ne connaîtra pas forcément mieux, mais donc on précise à chaque fois ce qui est incertain et le flou qui peut rester dans l'évaluation. Et puis on distingue aussi les opinions, que ce soit des opinions d'experts ou des opinions autres, mais qui n'ont évidemment pas la même valeur, pas le même poids et un niveau de preuve bien plus faible que les faits démontrés. Une des choses dont on se rend compte assez facilement en lisant et en parcourant Prescrire, c'est que tous les médicaments ne se valent pas. Tous les médicaments ne se valent pas pour plusieurs raisons, notamment parce qu'ils n'ont pas tous la même efficacité clinique. Alors quand je vous parle d'efficacité, je veux vraiment dire l'efficacité pour les patients, c'est-à-dire pas le fait de baisser des chiffres tensionnels d'un hypertendu ou diminuer la glycémie d'un diabétique, c'est vraiment de diminuer le risque d'avoir des complications liées à l'hypertension artérielle ou au diabète, diminuer le risque d'en mourir, etc., améliorer la qualité de vie. Donc c'est vraiment des critères cliniques qui parlent et qui sont pertinents pour les patients. Donc tous les médicaments ne se valent pas en termes d'efficacité et surtout donc de bénéfices cliniques.
Ils ne se valent pas non plus en termes d'effets indésirables et d'interaction avec d'autres médicaments. Ce versant-là concerne les risques et on distingue bien les risques connus, ceux qui sont bien évalués, plus ou moins bien étayés par les données d'évaluation, et puis ceux qui sont prévisibles, par exemple par ce qu'on connaît de la pharmacologie. Ces bénéfices et ces risques servent bien évidemment à évaluer la balance bénéfice-risque d'un médicament qui peut être en faveur des bénéfices et donc plutôt une balance favorable ou en défaveur des bénéfices et qui pense plutôt des risques. Et dans ces cas-là, c'est une balance défavorable. Mais il y a une troisième composante, c'est la praticité, le fait qu'un médicament, de par son conditionnement, soit pratique à utiliser et surtout dans l'objectif de sécuriser au maximum les soins. Le fait qu'une boîte contienne des informations pour, par exemple, informer sur un risque de prise d'un médicament en cas de grossesse, le fait que une gélule, un comprimé soit conditionné dans une plaquette sur laquelle des informations claires figurent sur la substance qu'elle contient, pas le nom de spécialité, le nom de médicament qui ne veut pas dire grand-chose, mais vraiment la substance, la dénomination commune internationale qui est dedans, avec le bon dosage, tout ça, c'est des informations qui sont utiles. Et plus ces informations sont bien disposées sur la boîte, sur la plaquette ou sur le flacon, plus le dispositif pour administrer le médicament est adapté, plus ça sécurise les soins. Et donc, prescrire, en quelque sorte, aide les abonnés et surtout les soignants qui la lisent à trier, à faire le tri dans leur panoplie, pardon, thérapeutique, à faire le tri entre les médicaments utiles, pertinents pour les patients, ceux qui ont une balance bénéfice-risque favorable, et les autres. Et tout ça, ça permet de gagner en maîtrise, ça permet que chaque soignant devienne plus autonome, sans se raccrocher aux avis d'experts qu'il pourrait croiser, à ce qu'il va trouver sur Internet en pianotant rapidement. Cette façon de faire permet en fait d'anticiper les situations courantes de soins en ne gardant dans sa tête, dans sa panoplie thérapeutique, que les médicaments à balance bénéfice-risque favorable. Tout ça, ça permet d'assurer la sécurité des patients, mais aussi des prescripteurs. Vous vous rendez bien compte que prescrire un médicament plus dangereux qu'utile, c'est aussi un risque pour le prescripteur. Bien entendu, c'est surtout un risque pour les patients. Mais surtout pour les soignants et indirectement pour les patients, ça fait gagner du temps en fait. C'est-à-dire que pour des situations simples, le fait d'avoir des idées très claires sur ce qu'il faut utiliser ou ne pas utiliser, et parfois quand un médicament n'est pas la solution, bah, ça permet de réserver du temps pour des situations plus complexes, où là, la décision est encore plus difficile à mettre en œuvre. Et donc pour terminer, je voulais vous parler de ce que prescrire peut apporter en pratique de soins avec quelques exemples récents tirés du numéro de janvier, donc celui qui vient d'être publié. Euh, Par exemple, dans la première partie du numéro, qui s'appelle le rayon des nouveautés, on parle d'un nouveau médicament qui en fait est déjà disponible dans d'autres indications, mais qui a la dapagliflozine, le Forxiga, s'il est bien regardé, qui est commercialisé et autorisé au Maroc. euh, quelle est sa place dans la prise en charge de l'insuffisance cardiaque chronique à fraction d'éjection préservée? Alors ce texte est évidemment plus long que ce que vous voyez sur cette page, mais on voit rapidement que le texte rappelle en quelque sorte le traitement de cette maladie, l'insuffisance cardiaque chronique à fraction d'éjection préservée, qui en fait repose sur les médicaments qui sont utilisés dans l'insuffisance cardiaque autre, c'est-à-dire à fraction d'éjection diminuée, avec pas vraiment un traitement consensuel et surtout aucun de ces médicaments qui a prouvé une diminution de la mortalité dans ce type d'insuffisance cardiaque. Et bien justement, dans ce type d'insuffisance cardiaque, d'après l'analyse des données d'évaluation disponibles faites par Prescrire, la dapagliflozine n'apporte rien de nouveau. C'est-à-dire que par rapport aux autres traitements disponibles, ou par rapport, en l'occurrence, dans l'essai qu'il a évalué au placebo, le bénéfice pour les patients n'est pas suffisant et on rappelle aussi des effets indésirables graves des glyphosines. Et tout ça est rapporté à ce que peuvent en attendre les patients et notamment le fait que ça ne change pas la mortalité liée à l'insuffisance cardiaque. Une des choses qu'on voit dans ce texte, c'est que des soignants de premier recours, notamment des médecins généralistes, peuvent voir des patients sous dapagliflozine, donc un médicament qui est parfois prescrit par d'autres médecins, et donc voir des patients qui sont sous traitement, mais qui n'ont pas, eux, en tant que soignants, ils n'ont pas décidé de prescrire ce médicament. Pour autant, ils ont un rôle pour surveiller le traitement, pour éviter, pour limiter les risques d'effets indésirables graves.
Et donc, dans la partie droite de cette diapositive, on rappelle des choses qui sont des éléments de surveillance pour les soignants de premier recours notamment, qui pourraient voir un patient sous dapagliflozine, surveiller la pression artérielle et la fonction rénale, mais aussi rechercher la présence de symptômes qui évoqueraient une infection urinaire ou une infection génitale, puisque en fait, ces médicaments exposent à des infections graves, notamment des infections génitales qu'on appelle des fasciites nécrosantes ou gangrènes de Fourier. Et puis aussi, ces médicaments exposent à des acidocétoses. Donc là aussi, on rappelle des signes d'acidocétose à rechercher quand on voit le patient en face de nous. Et si des signes se présentent, de rechercher la présence de cétone, car si une acidocétose est confirmée, dans ces cas-là, ça impose l'arrêt du médicament. Une deuxième partie de la revue concerne très spécialement, enfin très spécifiquement les effets indésirables et donc la pharmacovigilance. Et donc dans cette deuxième partie, on rapporte un signal de pharmacovigilance des agonistes du GLP-1, donc des médicaments utilisés dans le diabète, mais aussi dans l'obésité. Là aussi, si je ne me suis pas trompé, dans les médicaments qu'on cite dans cet article, le liraglutide, qui a donc le nom de Victoza dans le diabète et de Saxenda dans l'obésité. Je crois qu'il est commercialisé au Maroc, alors que par contre le sémaglutide, si je ne dis pas de bêtises, il n'est pas commercialisé au Maroc. Toujours est-il que ces deux médicaments, et en général les agonistes du GLP-1, euh, ont, ont montré qu'ils exposaient probablement à des dépressions, des idées ou des gestes suicidaires. En tout cas, il y a des signaux de pharmacovigilance assez forts pour considérer que ce risque est à prendre en considération. C'est tellement à prendre en considération que le Comité européen de pharmacovigilance a lancé une enquête à la suite de notifications d'idées suicidaires et d'automutilation, et que on peut remarquer que c'est quelque chose qui n'est pas foncièrement nouveau, puisqu'en fait, le résumé des caractéristiques du produit du liraglutide et du sémaglutide, dans leur version aux États-Unis d'Amérique, précise ce risque, et notamment depuis 2014 pour le liraglutide. Donc, tout ça peut être lié à une activité centrale sur les récepteurs du GLP-1, qui est à l'origine d'une sensation de satiété et qui pourrait expliquer des effets psychiques. Tout ceci reste encore à l'état d'hypothèse. En tout cas, il est prudent de considérer que ces médicaments exposent à un risque suicidaire et que donc c'est à prendre en compte dans la balance bénéfice-risque quand on envisage de proposer ce médicament à un patient qui est diabétique ou à un patient qui est en situation d'obésité, avec peut-être le risque que dans l'obésité, ce risque soit un peu plus grand. Une dernière partie qui concerne un petit peu plus la santé et la société rassemble des textes très différents. Alors, je vais pas vous les citer tous, mais par exemple, on a une rubrique qui analyse les guides de pratique clinique de la haute autorité de santé française. Donc, celui-ci concerne l'hyperthyroïdie chez les adultes. Euh, on a une rubrique qui s'appelle Lu pour vous, qui permet là de parler d'un livre qui prend en compte l'impact des soins sur l'environnement et donc comment au cabinet prendre en compte cet impact pour adapter un petit peu sa manière de soigner ou ce qu'on propose aux patients ou comment on organise les lieux. Et puis aussi un texte qui ne va pas vous surprendre puisque ça parle de la visite médicale, donc des firmes auprès des médecins généralistes ou d'autres médecins, et que la Haute Autorité de Santé en France a elle-même conclu que il ne fallait rien en attendre. Évidemment, c'est quelque chose que Prescrire dit et redit depuis des années, mais là, c'est dit par une autre instance. Ensuite, je voudrais vous parler de quelque chose qui sort un petit peu du numéro de janvier, parce que c'est quelque chose qui revient chaque année. Chaque année, en décembre, la revue Prescrire met à jour la liste des médicaments à écarter des soins, c'est-à-dire la liste des médicaments qui sont plus dangereux qu'utiles et qui sont à écarter dans toutes les situations cliniques dans lesquelles ils sont autorisés, parce que leur balance bénéfice-risque est défavorable. Ça, ça recense environ, enfin, ça contient environ une centaine de médicaments et cette liste est accessible librement, donc y compris aux non-abonnés. Et vous pourrez vous-même aller voir cette liste pour trouver si dedans vous trouvez des médicaments que vous voyez passer régulièrement enfin, chez vos patients ou dans les ordonnances. Euh, Quand on est abonné, on a aussi
accès à deux applications. La première, celle de gauche, c'est celle dont je vous ai montré une capture d'écran qui recense tous les textes depuis 1981. La deuxième, c'est un guide pratique, c'est un outil d'aide à la décision clinique qui, sur plus d'une centaine de situations cliniques courantes, donc très fréquentes en médecine générale, euh, aide les médecins à se repérer facilement pour soit diagnostiquer, soit traiter ou suivre l'évolution de maladies courantes. Vous pouvez, avec le QR code qui est sur l'écran, télécharger cette application et essayer quelques situations cliniques pour regarder à quoi ça correspond, mais pour avoir accès à toutes les situations, il faut être abonné. Et pour terminer, je vais vous parler presque d'autre chose que prescrire. Je voudrais vous parler d'une étude qui, je crois, a été publiée en décembre, en tout cas c'est très récent, fin 2023, dans le JAMA Internal Medicine. Là, c'est une équipe de recherche qui a regardé le bénéfice clinique de tous les médicaments autorisés, donc avec une autorisation de mise sur le marché en France, entre 2008 et 2018. Sur ces 10 années, les auteurs ont recensé 632 médicaments et ils ont regardé quelle était la cotation du bénéfice clinique de prescrire, donc c'est la partie gauche du schéma, et la cotation de la Haute Autorité de Santé, et ça c'est la partie droite. Pour chaque médicament, il a été attribué un bénéfice clinique qui était soit important, c'est les barres plutôt claires, un bénéfice clinique modéré, ça c'est les barres intermédiaires, ou alors une absence de bénéfice clinique, et ça c'est les barres les plus foncées à gauche. Si vous regardez le graphique, on se rend compte assez rapidement que 3 fois plus de médicaments sont issus du secteur industriel, sans participation avec le secteur académique. Le secteur académique, c'est à chaque fois la partie droite peut-être que vous allez voir ma souris. Ça, c'est le secteur académique. Et ça, c'est le secteur académique. J'espère que vous voyez ma souris. Le plus important à voir, en dehors du fait que les cotations de prescrire sur le bénéfice clinique sont un tout petit peu différentes à celles de la Haute Autorité de Santé, on n'a pas le même système de notation, mais les auteurs ont mis en place un système d'équivalence qui fait que c'est globalement comparable. Mais surtout, le plus important, c'est de se rendre compte que déjà, les médicaments avec un bénéfice clinique important sont très, très, très minoritaires. À chaque fois, ils représentent quelques médicaments ou quelques dizaines de médicaments maximum, qu'il s'agisse des cotations de prescrire ou des cotations de la l'AFS. Mais surtout, on se rend bien compte qu'en proportion, les médicaments qui n'ont pas de bénéfice clinique sont nombreux relativement, dès lors que c'est des médicaments développés dans le secteur académique ou avec des collaborations, ils sont beaucoup, beaucoup plus nombreux, autour de 350, quand il s'agit des médicaments développés et issus du secteur industriel. Et donc, la barre jaune pointillée représente tout ce qui est un petit peu au-dessus, en quelque sorte, et on se rend compte que donc, les médicaments sans bénéfice clinique sont bien plus nombreux parmi ceux qui sont issus du secteur industriel. C'est une autre manière de le dire, c'est de dire que ceux qui sont issus du secteur académique ou de collaboration avec le secteur académique apportent un meilleur bénéfice clinique que ceux issus du secteur industriel. Voilà, je crois que c'est terminé. Donc, je vous remercie pour votre attention. Euh, J'espère que vous pourrez vous emparer de tous ces éléments de réflexion. Et puis surtout, s'il y a des questions, je suis prêt à y répondre. Alors, merci, docteur Julie, de nous avoir présenté ce grand travail fait par l'équipe de la revue Prescrire. Je suppose sûrement que vous avez des collaborateurs avec vous. Est-ce que vous travaillez avec les épidémiologistes, les universitaires, par exemple, les sociétés savantes, ou bien c'est juste le travail fait par l'équipe de la revue Prescrire? Oui, alors c'est une bonne question. En fait, on n'a pas de collaboration avec les sociétés savantes, avec des universitaires, en tout cas des collaborations sur un certain texte pour faire nos synthèses, etc. C'est vraiment quelque chose dont on garde en interne, dont on garde la main dessus et donc on conserve notre indépendance aussi. Il y a évidemment des échanges, puisque quand je vous dis qu'on envoie les textes en comité de lecture, on les envoie à des personnes qui font partie de sociétés savantes du sujet concerné, qui sont des universitaires, des personnes qui ont participé à
des projets de recherche ou à des études sur le sujet ou que nous avons cité. Donc, en quelque sorte, il y a une collaboration. Par contre, c'est pas une collaboration avec un contrat signé quelque chose. Aussi, ça nous arrive de, de- d'avoir des contacts avec des agences, par exemple la Haute Autorité de Santé ou l'Agence du médicament en France, la NSM ou l'Agence européenne du médicament, l'EMA. On peut avoir des contacts avec eux. C'est pas des collaborations, mais on a une partie de la revue Prescrire qui s'appelle euh, enfin, qui est une unité qui est dédiée à la documentation pour les firmes et pour les agences. En quelque sorte, c'est les seules personnes de Prescrire qui sont en contact avec les firmes et avec les agences. Ça permet de protéger tous les autres personnes de la rédaction, et notamment les rédacteurs qui écrivent les textes et qui analysent et qui portent des conclusions en quelque sorte. Ça permet de ne pas, d'éviter qu'il y ait des contacts entre les rédacteurs et les firmes et les agences. Il y a une unité intermédiaire en quelque sorte. D'accord, d'accord. Donc, si vous permettez, docteur Julie, moi, j'aimerais remonter Julien, un peu. Julien, Julien, Julien. pardon. C'est pas grave. Julien, Julie. Moi, j'aimerais Julien, c'est remonter mon un peu. prénom. D'accord. J'aimerais un peu remonter dans le temps, revenir en fait dans le temps, et je me demande pourquoi vous avez eu cette idée de faire cette revue indépendante des firmes pharmaceutiques, vos propres études. Est-ce que vous ne faites pas confiance aux études des laboratoires, par exemple? Alors, encore une fois, moi, j'étais pas là lors de la création. Comme je vous l'ai expliqué, moi, je suis né en même temps que la revue, donc je peux pas vous raconter précisément l'histoire. Mais c'est ce que j'ai essayé de dire dans la présentation, c'est-à-dire que dans les années 70, donc avant que la revue soit créée au début des années 80, il n'existait pas de revue indépendante des firmes. Il en existe d'ailleurs pas beaucoup d'équivalentes en France actuellement, qui permettent d'avoir un avis fiable et indépendant sur les médicaments. C'était une époque que moi, encore une fois, je n'ai pas connue, mais que je vous raconte, euh, qui faisait que l'information sur les médicaments était apportée soit directement par les firmes, qui donc ont un intérêt à apporter un certain type d'information, ou alors par des personnes qui relayaient cette information sans forcément avoir un esprit critique sur les données ou ce qui était rapporté par les firmes pharmaceutiques. Donc voilà, plutôt que de parler en termes de confiance, de ne pas avoir confiance et tout, je pense que ce qui a présidé, ce qui a décidé la création de cette revue, c'était le fait de reprendre le contrôle sur quelque chose qui est un outil de travail indispensable en fait. C'est-à-dire que le fait de pouvoir décider si un médicament est utile ou non à un patient qui est en face de nous, c'est quelque chose de tellement essentiel qu'on ne peut pas le laisser à des personnes qui ont un intérêt autre à, euh, à défendre une certaine position ou qui ont un intérêt autre concernant ce médicament, autre que celui des D'accord. patients. Oui, c'est clair. Vos abonnés sont tous des médecins? Non. Alors, les abonnés, je ne suis pas doué dans les chiffres pour vous dire ça au chiffre près, mais en gros, il y a 23 000 abonnés et il y a à peu près 16 000 médecins généralistes, je crois. Il y a aussi des médecins spécialistes. Il y a aussi beaucoup de pharmaciens, pharmaciens hospitaliers ou pharmaciens d'officine. Après, il y a aussi des infirmiers et il y a parfois aussi des non-soignants, quelques-uns. Et il se trouve que pour les infirmiers, on a une autre revue qui s'appelle la revue Compétences 4, qui est spécifiquement dédiée aux infirmiers. Donc, ça explique aussi pourquoi il n'y a pas beaucoup d'infirmiers qui sont abonnés à Prescrire. Mais donc voilà, Prescrire, les abonnés, c'est surtout des médecins et des pharmaciens, mais pas que des médecins généralistes. D'accord. Alors là, je me demande, docteur Julien, comment vous avez réussi à les convaincre de travailler avec vous et faire des notifications parce que vraiment, c'est très difficile pour nous, en fait, de convaincre les médecins de s'intéresser à faire des notifications, s'intéresser à la pharmacovigilance. Comment vous avez pu convaincre ce grand nombre des abonnés? Alors en fait, je ne sais pas si on les a convaincus de participer à la pharmacovigilance en notifiant des effets indésirables. Parce que nous, on ne fait pas ça nous directement. Nous, on va regarder des bases de données de pharmacovigilance pour
parfois regarder nous-mêmes les données ou alors regarder ce que d'autres ont étudié sur certains médicaments par rapport à certains effets indésirables. Mais la pharmacovigilance enfin, nous ne recueillons pas des données de pharmacovigilance directement. Pour ça, les soignants ou les patients en France peuvent directement auprès de l'agence du médicament notifier des effets indésirables. Donc, je ne sais pas si on peut dire que prescrire participe à faire en sorte que les médecins notifient les effets indésirables, mais ce qui est sûr, c'est qu'une grande partie de la revue traite des effets indésirables qu'on ne va pas forcément voir ou lire ailleurs ou aussi vite ou aussi clairement expliqué. Et donc, ça exerce en quelque sorte un certain regard pour les médecins qui sont abonnés. Et peut-être que du coup, ils vont développer une pensée qui sera un petit peu plus critique sur le médicament, en se disant que le médicament, c'est pas uniquement des effets bénéfiques, parfois c'est des effets néfastes. Et donc, quand ils vont voir un patient qui présente certains troubles, certains symptômes, ils vont peut-être se poser la question de est-ce que c'est lié au médicament? Peut-être un peu plus, parce qu'à force de voir des textes dans Prescrit où on explique des effets indésirables, ils vont avoir cette culture-là et cette pensée qui se développe. Et donc, quand ils vont voir, je sais pas moi, un vertige, une perte de connaissance, une éruption sur la peau, etc., plutôt que de penser, ah, c'est l'évolution de la maladie ou c'est quelque chose d'autre, une allergie, ils vont peut-être se dire, c'est peut-être lié au médicament qui a été introduit, soit par moi, soit par quelqu'un d'autre, un peu plus systématiquement, et éventuellement, si c'est un effet indésirable pas connu ou grave, effectivement, le notifier. Voilà, et je D'accord. pense que c'est plutôt une histoire de développer une certaine pensée, une certaine culture, mais nous ne recueillons pas les données de pharmacovigilance. C'est l'agence du médicament qui le fait. Est-ce que vous faites des rencontres régulières avec vos abonnés? Par exemple, des réunions, des rencontres pour les sensibiliser de plus en plus sur... Alors, il y a plusieurs types de rencontres. Alors, à une époque, il y a eu un espèce de congrès, des rencontres prescrire qui étaient organisées tous les ans ou tous les 2 ans, sur une journée, et ça se fait plus. Par contre, il y a des événements qui sont organisés euh, le, en gros 2 fois par an maintenant. Il y a quelque chose qu'ils appellent le prix prescrire, qui est en début d'année scolaire, généralement vers début octobre. C'est l'occasion de remettre un prix, mais surtout l'occasion d'un débat sur un thème qu'on a choisi. Et puis il y a aussi des rencontres débats. Et là, par exemple, dans une semaine, il va y avoir des rencontres débats à Paris que vous pourrez suivre en direct sur le site ou sur Facebook si vous avez envie, qui est sur l'évaluation des médicaments. Et donc là, c'est une rencontre avec les abonnés si les abonnés viennent, mais aussi d'autres personnes. C'est-à-dire que c'est invité largement des représentants d'institutions, des professionnels, des universitaires qui ont envie de se joindre à l'événement. Et puis, on a aussi une manière de communiquer avec les abonnés qui peut être plus par courrier. Il y a une équipe qui est chargée du courrier, des relations avec les abonnés. Par exemple, des abonnés qui nous écrivent en proposant des améliorations ou alors en discutant certains sujets, en remettant en cause certaines positions qu'on a pu exprimer. Il y a aussi dans la revue une partie forum, où là, c'est des abonnés qui s'expriment. Euh, et puis, certaines personnes aussi utilisent Prescrire pour se réunir, enfin, trouver une raison de se réunir. Par exemple, à Paris, il y a un cercle de lecture depuis des années qui réunit des médecins généralistes, notamment d'un même quartier de Paris, et qui discutent comme ça autour de ce qu'ils ont lu et de ce qu'ils pensent de prescrire. Mais là, ils se réunissent avec quelques membres de la rédaction, mais il n'y a pas forcément une présence obligatoire de quelqu'un de prescrire sur place. D'accord. Ouais. Docteur Benapo? Oui, ben, c'est-à-dire que j'ai tellement de questions à poser que je ne sais pas par où commencer. Je voulais vous demander si vous avez des relecteurs, des collaborateurs en dehors de la France, c'est-à-dire dans les pays francophones ou ailleurs, dans d'autres pays non francophones, mais avec des francophones. Est-ce que vous avez des participants? Parce que, effectivement, vu la masse de documentation qu'on a, plus on élargit la base d'information, plus on affine la recherche et on va vers les points les plus importants concernant un médicament ou des effets secondaires ou un appareillage médical. Hmm. Voilà. Oui, oui, alors tout à fait. Donc,
les relecteurs sont pas que en France, ils sont surtout en France, mais pas que. Ils sont essentiellement francophones, mais ça arrive qu'on sollicite des relecteurs dans une autre langue. Ça peut être l'anglais, mais ça peut être d'autres langues. Évidemment, ça nécessite de traduire le texte pour la personne et en même temps de pouvoir recueillir son retour et de le comprendre. Mais donc, c'est quelque chose qu'on peut faire, mais c'est essentiellement francophone. Il y a une bonne partie en fait des personnes de l'équipe ou en tout cas des abonnés qui sont en France, en Belgique ou en Suisse. Et notamment, on parle d'équivalence de médicaments souvent en donnant les noms des médicaments dans ces trois pays. Il se trouve que ma collègue directe est en Belgique, donc on a un lien très fort avec la Belgique. Pendant des années, il y a eu un lien très fort avec l'Algérie. Il peut y avoir des relecteurs partout. Et si vous-même, vous avez envie d'être relecteur, ça n'a aucun problème. Vous pouvez m'écrire. Ah bah, c'est sympa, on pourrait impliquer surtout les jeunes parce que c'est très important pour nous que les jeunes s'intéressent à tout ce qui est scientifique en dehors du côté médical, si vous voulez. Donc, il y a énormément de choses à développer de ce côté-là. Bon, concernant les conflits, non pas d'intérêt, mais les conflits de position par rapport au centre de pharmacovigilance, à la haute autorité de santé, l'ANSM, tout ça, euh, il peut y avoir des conflits sur des médicaments. Si on prend par exemple les vaccins Covid, on a vu qu'on a suivi ça, donc ça, il y a des conflits très très importants. Et est-ce que ça vous arrive, en tant que prescrire, d'entrer en conflit de position par rapport à ces organismes, par exemple, ou à des scientifiques? Oui, alors disons que le fait que l'analyse de prescrire puisse être ne puisse ne pas aller dans le même sens que l'analyse de quelqu'un d'autre, d'une agence de santé, etc. C'est quelque chose qui arrive. Euh, il se trouve que nous, généralement, on regarde de manière globale ce qui a été publié, enfin, ce qui est disponible comme données sur un sujet donc, qui concerne l'article en question. Donc, on peut voir les désaccords. Et donc, si on n'est pas en accord avec une des positions, une des recommandations, etc., il faut qu'on soit capable de le justifier. C'est-à-dire que il faut qu'on puisse notamment expliquer à nos abonnés alors qu'une agence de santé recommande certaines choses, et que c'est quelque chose de relativement officiel, nous avons une autre analyse, et cette analyse, nous l'avons, et elle est différente parce que nous recueillons telle donnée, nous ne considérons pas telle autre comme pertinente, etc. Donc, à chaque fois, il faut qu'on soit capable de le justifier. Il arrive que des fois, des personnes, et notamment des agences, nous écrivent en disant, nous ne sommes pas d'accord avec votre évaluation de tel médicament, ce que vous avez dit de tel processus d'évaluation de notre agence, etc. Donc, ça peut être le cas de l'Agence européenne du médicament, par exemple. Et à chaque fois, on se pose la question et on répond à chaque fois de manière argumentée. C'est quelque chose qui euh, passe à chaque fois par l'écrit, en quelque sorte. C'est pas quelque chose qui passe par des discussions de vive voix. Mais à chaque fois, c'est en se recentrant sur les données d'évaluation disponibles et les meilleures qu'on ait à ce jour. Et on n'a pas d'autres instruments pour baser notre analyse en quelque sorte. Voilà. Donc il peut y avoir des discordances d'avis. Il se trouve que nous, notre position, elle a une certaine logique et une certaine raison d'être, et c'est tout ce que j'ai expliqué dans la présentation avant. Mais effectivement, d'autres agences peuvent avoir un avis différent parce que leur analyse n'est pas la même, leurs critères de choix, leur, euh, leur manière d'interpréter les données n'est pas la même. Et ça arrive régulièrement, mais c'est ce qui est difficile pour des gens qui attendent un avis simple, uniforme pour les aider. Mais en même temps, c'est ce qui est passionnant de voir que des gens ne sont pas d'accord et que c'est cette controverse scientifique qui fait qu'à un moment, on arrive à préciser les choses et à clarifier le raisonnement de chacun. Est-ce qu'il vous arrive de mener des études prospectives sur un sujet donné? Par exemple, on peut prendre n'importe quel sujet, mais c'est-à-dire ce que à travers soit les laboratoires, soit les universités, vous pouvez mener des études de laboratoire ou des essais, voilà, sur un médicament, sur un appareillage, sur un réactif, je ne sais pas, et voir ce que ça donne. Parce que, si vous voulez, on sait que dans les revues scientifiques, c'est pas tout rose, hein, il peut y avoir
des articles tendancieux, si vous voulez, pour inciter à prescrire tel ou tel produit. Et j'en prends pour témoin le professeur Alexandre Minkowski. Vous le connaissez certainement à travers la maladie de Minkowski-Chopin. Et j'ai beaucoup aimé un de ses livres qui était un juif pas très catholique. D'accord? Et donc, pas très catholique, ça veut dire tout ce qu'il recevait comme valise pour signer des études qu'il n'avait pas menées. C'est lui qui le dit je crois que c'est dans ce livre-là. Donc, ce qui veut dire que même les études auxquelles on peut faire référence peuvent être des études tronquées, des études fallacieuses, comme on l'a vu pour le Lancet dernièrement. Donc, c'est pas toujours fiable de se baser uniquement sur la lecture des articles scientifiques pour étayer une position ou un avis sur un médicament. Oui, oui, tout à fait. Alors, en fait, il y a deux questions intéressantes. Alors, la première, déjà, c'est est-ce que prescrire mène des études prospectives? La réponse est non. On n'a pas vocation à faire ça. C'est-à-dire que prescrire recueille des données, les analyse, etc., mais ne produit pas des données. En l'occurrence, ça peut arriver, mais c'est extrêmement rare. En tout cas, ne mène pas des essais cliniques et des études prospectives, c'est-à-dire le fait de donner un médicament à un nombre de patients et de suivre ce que ça donne, par exemple. Il arrive de temps en temps que prescrire recueille des données. Alors en France, il y a une base de données de santé auxquelles on peut avoir accès. Certaines organisations y ont accès. Avant, ça s'appelait l'échantillon généraliste des bénéficiaires. Enfin bref, c'est un échantillon des données de santé de la population française, des médicaments qui sont prescrits en ville, par exemple. Et donc, ça permet de donner quelques informations rétrospectives, pour le coup pas prospectives, sur des troubles, des symptômes, des hospitalisations, des morts qui sont survenus chez des personnes et de regarder quels médicaments ces personnes avaient pris, par exemple, et donc de faire un lien entre médicaments et événements indésirables. Alors, c'est pas suffisant pour prouver que le médicament est en cause et à donner cet effet indésirable, mais c'est des études rétrospectives qui commencent à donner des signaux, qui étayent des signaux, etc. Donc non, nous ne menons pas des études prospectives. La plupart du temps, nous analysons les données des autres et rarement nous produisons les données de manière rétrospective, mais sur certains sujets assez précis. Et c'est quelque chose qui ne fait pas du tout le cœur du métier de l'équipe Prescrire. La deuxième question sur comment on fait pour repérer les bonnes et les mauvaises études, les bons et les mauvais essais, en gros. Bah ça, c'est très complexe. C'est quelque chose. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas d'explication et de réponse toute faite. Mais étant donné qu'on est plusieurs personnes avec une certaine expérience, on va regarder des études et souvent des études qui sont assez anciennes, c'est-à-dire des études pour lesquelles la communauté scientifique a déjà réagi, soulevé des problèmes, des biais, etc. On arrive avec un regard, pour les études en tout cas qui sont assez anciennes, déjà un peu qui peut aider à développer un peu la critique. Et puis surtout, la confrontation avec les autres études nous aide. C'est-à-dire que, je vais caricaturer, mais si on a trois études menées par la firme qui commercialise le médicament en question, qui montrent un effet très bénéfique et que ce médicament marche très bien, et que par contre, à côté, on a trois études indépendantes, publiques, menées par des personnes qui n'ont pas intérêt à mettre en avant les effets bénéfiques de ce même médicament, qui ont des résultats négatifs, c'est sûr que ça éveille quelque part la curiosité pour pas dire plus. Voilà. Donc, c'est pour ça que je parlais à un moment de confrontation des données. En fait, un essai clinique, même s'il est très bien fait, apporte une réponse, mais qui n'est pas une réponse immuable. Et donc, dès qu'on a deux essais cliniques bien faits, qui apportent la même réponse dans la même situation chez les mêmes patients avec le même médicament, là, on commence à se dire que c'est quelque chose qui est de l'ordre de la démonstration de l'efficacité, qui est prouvé en quelque sorte. Et c'est pour ça que nous, chez Prescrire, on regrette tous ces médicaments qui sont autorisés sur la base d'un seul essai. En fait, un seul essai, ça ne devrait pas être suffisant pour commercialiser et autoriser un médicament. C'est deux essais avec des résultats convergents positifs qui devraient être suffisants. Et malheureusement, dans beaucoup d'autorisations de mise sur le marché, notamment dans les anticancéreux, un seul essai est la règle. Ouais.
Et je voulais vous demander, par exemple, vous avez parlé des publications anciennes, etc. Mais dans le cas actuel, on parle de féminisation des garçons suite à, si vous voulez, au fait que les mamans prenaient du paracétamol pendant leur grossesse. Il y a un signal. Comment vous procédez dans ce cas-là? Oui, alors c'est compliqué. Alors, eh ben, il se trouve qu'on a écrit un texte. Alors, je ne peux pas, en fait, déjà pour répondre en deux temps. Je ne peux pas répondre à tout parce qu'en fait, je réponds au nom de Prescrire sur ce que Prescrire a regardé, étudié, etc. Et donc, tout ce sur quoi Prescrire ne s'est pas penché, je peux pas répondre puisque ça serait aller au-delà de ce que je peux vous dire. C'est clair. La deuxième chose, c'est que le paracétamol et les effets perturbateurs endocriniens du paracétamol, c'est quelque chose qui nous a justement posé question à un moment parce que effectivement il y avait des signaux et donc un article a été publié là-dessus dans Prescrire, j'ai plus la date précisément, qui mettait en quelque part qui relevait surtout beaucoup d'incertitudes. Voilà, par rapport à des malformations, par exemple des hypospadias. Et donc, c'est le type d'article où on ne peut pas forcément conclure sur l'effet indésirable en lui-même, en disant c'est démontré, c'est sûr, c'est lié aux médicaments. Il y avait une très très grande dose d'incertitude, et notamment parce que les études disponibles, les données étaient de trop faible niveau de preuve. Mais par contre, encore une fois, je reviens sur la balance bénéfice-risque, c'est que parmi tous les médicaments dont on dispose, qu'on a à notre disposition aujourd'hui, pour quelqu'un qui a soit mal, soit de la fièvre, donc les antalgiques et les antipyrétiques, parmi tous les médicaments disponibles, celui qui a la meilleure balance bénéfice-risque, c'est le paracétamol, sous réserve de ne pas dépasser la dose maximale pour l'âge, pour le poids, etc. Et donc, tous les autres, notamment les anti-inflammatoires non stéroïdiens, n'ont pas une meilleure balance bénéfice-risque, voire pendant la grossesse, ils sont formellement à écarter quel que soit le stade de la grossesse vu les risques. Et donc, quand bien même cette incertitude sur un risque d'hypospadias par rapport au paracétamol serait à prendre en compte, les bénéfices connus depuis très longtemps, pour le coup, le paracétamol, c'est un médicament qu'on connaît depuis très longtemps, qu'on maîtrise bien, puisqu'on connaît bien ses effets indésirables, puisqu'il est pris par énormément de personnes. Eh ben, les bénéfices et les risques font que c'est très en faveur des bénéfices, y compris chez la femme enceinte. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il faut prendre du paracétamol 3 à 4 fois par jour quand on est enceinte, alors qu'on n'a pas mal et qu'on n'a pas de fièvre, évidemment. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on conclut nos textes, on dit, même le paracétamol, qui a clairement une balance bénéfice-risque favorable, est meilleur que tous les autres antalgiques antipyrétiques. Il est à prendre de manière mesurée, de manière adaptée et à la dose nécessaire et pas plus, pour justement ne pas faire pencher Ouais, la balance dans le sens risque, parce que les bénéfices à en tirer seraient beaucoup plus maigres. Et c'est là que ce que je vous disais tout à l'heure sur l'incertitude fait qu'on est transparent avec les abonnés, on explique ce risque difficilement palpable, mesurable et étayable, avec beaucoup d'inconnus. Néanmoins, une femme qui a mal ou de la fièvre, si elle est enceinte, il ne faut pas la laisser avoir mal ou avoir de la fièvre, puisque le paracétamol a une balance bénéfice-risque favorable. Mais ce n'est pas la peine de lui en donner plus que ce qu'il ne faut, pour faire simple. clair, c'est clair. Lobna, tu as encore une question? Oui, une seule et dernière question pour pouvoir libérer Docteur Gély. On a à peu près dépassé 1 heure. Alors, Docteur Gély, moi j'ai une question à poser concernant Julien, Julien, Julien. C'est pas grave. concernant l'application Prescrire. Oui. C'est, c'est votre propre application? Vous l'avez conçue vous-même? Alors, en fait, il y a deux applications. Il y a une application que je pense que vous voyez à l'écran qui est celle au milieu là, et puis il y a l'application plutôt outil d'aide à la décision clinique qui s'appelle le guide Prescrire. Les deux, elles sont conçues, pensées, mises à jour, et l'évolution est faite par Prescrire. Après, il y a des prestataires qui nous apportent leur savoir-faire sur la conception de l'outil en lui-même que nous ne maîtrisons pas, quoi. Oui, j'ai posé la question parce que si je me souviens bien, Docteur Benapo, nous avons voulu euh, avoir une application propre pour nous pour recevoir les notifications.
mais je pense que nous avons l'application qui est liée directement au centre de pharmacovigilance, n'est-ce pas, docteur Benapo? Oui, c'est-à-dire il faut des autorisations très spéciales et que Mm. parfois c'est confidentiel, c'est pas n'importe quoi de dévoiler des effets, surtout qu'on n'a pas tout l'équipement, toutes les compétences nécessaires pour maîtriser ces effets-là, pour les imputer à un médicament ou à un autre produit de santé. Donc, il faut absolument que ce soit sous la coupole du ministère de la Santé. Et donc, comme il y a un centre de pharmacovigilance, donc c'est lui qui s'en occupe, on voulait avoir cette application lors du Covid pour voir un peu les effets du vaccin et des autres médicaments qu'on utilisait. Bon, c'était un peu délicat parce qu'il y a une certaine confidentialité, il y a le respect des données à caractère personnel aussi, donc plein d'autorisations qui ont fait que, et depuis, bon, ben, l'épidémie est passée, donc on a un peu laissé tomber. Parce que je pense que chez nous, c'est pas comme en France. En France, les données de la pharmacovigilance sont accessibles pour tout le monde, je pense. Elles sont publiques. Non, et alors, N'est-ce pas, Julien? non, non, pas tout à fait, mais en tout cas, juste pour que ce soit clair, nous, nos applications, c'est des applications qui apportent des choses aux abonnés. C'est pas des applications où nos abonnés envoient des informations sur leurs patients, les effets indésirables. On fait absolument pas ça, hein. Les médecins qui veulent notifier des effets indésirables, ils le font sur un site internet de l'Agence du médicament française. Les patients peuvent le faire aussi, et ils le font sur un site internet qui assure la sécurisation des données nécessaires, etc., pour que ces données ne Comme soient chez pas. nous, Pardon? comme chez nous, Oui, voilà, c'est ici. ça. Donc nous, Voilà. nos Mm. applications, elles sont pas là-dessus. Elles sont là pour apporter de l'aide aux abonnés, mais pas pour recueillir des données nominatives sur les patients. On fait absolument pas ça, on ne sait pas faire et c'est pas notre rôle. Voilà, D'accord. c'est un peu délicat, oui, effectivement. Alors, est-ce que vous avez une newsletter? Alors c'est une très bonne question. On est en train de changer de site internet et il y aura une newsletter dans le nouveau site internet. Et en fait, il y aura notamment une newsletter pour les personnes qui ne sont pas abonnées, qui ont envie de découvrir Prescrire. Et puis après, il y aura aussi une newsletter et peut-être après d'autres newsletters spécifiques par utilisateur. C'est-à-dire que les pharmaciens d'officine auront une newsletter avec des textes qui les concernent un petit peu plus, etc. Mais pour ça, il faut attendre le nouveau site. Inch'Allah, comme on dit chez nous. Et Exactement. concernant la revue, vous avez une revue électronique. Est-ce que vous avez une revue papier? Oui. Alors la revue papier, elle fait 80 pages avec un numéro par mois. Et il y a une revue électronique accessible dans l'application, en fait. Donc, on peut lire exactement la même chose, mais en fait, chaque mois, il y a un certain nombre de suppléments électroniques. Il y a bien plus que 80 pages, quoi. Et puis, il y a le guide Prescrire, donc là, qui est l'outil d'aide à la décision clinique, qui, lui, est mis à jour régulièrement. Euh, et en fonction des données qui sont dans Prescrire. Et les personnes qui s'abonnent à Prescrire peuvent faire le choix de s'abonner à l'ensemble de ces supports, donc le papier, l'application Prescrire et le guide Prescrire. Et puis, certains abonnés font le choix aussi de ne pas avoir le papier. Donc, ils ont que l'application Prescrire et le guide Prescrire. Ils ont accès aux mêmes informations, au même contenu. La seule différence, c'est qu'ils n'ont pas la revue papier dans leur boîte aux lettres tous les mois et que l'impact pour la planète est un peu moindre. Oui, mais c'est le même prix pour l'abonnement. C'est un peu moins cher. L'abonnement 100% numérique, donc sans la revue papier, est un peu moins cher qu'avec en plus la revue papier. OK, bah, j'espère que vous nous communiquerez ces informations. Voilà, on a déjà la publicité, si vous voulez, des différentes applications pour pouvoir inciter ceux que ça intéresse justement à s'abonner. Ce que je souhaiterais, c'est que quand vous avez un sujet, par exemple, à traiter, que vous nous informiez en tant que société savante pour qu'on puisse nous y intéresser en tant qu'association et intéresser aussi des étudiants en médecine, des résidents et des jeunes médecins qui le voudraient. Et ça élargirait donc la base de données, ça accélérerait aussi le fait d'aboutir à des conclusions fiables pour tout le monde, quels que soient les pays. Bah, en tout cas, je garde vos coordonnées. Ce qui est important, c'est euh, que ce lien-là nous permette à nous de,
par exemple, de trouver des nouveaux relecteurs. En fait, c'est compliqué. C'est pas compliqué de trouver des nouveaux relecteurs. Ce qui est compliqué, c'est d'avoir des relecteurs qui répondent et qui répondent de manière pertinente, adaptée, argumentée. Et surtout, c'est de connaître comment on peut solliciter au mieux ces relecteurs. C'est-à-dire que pour nous, les personnes qui gèrent la base des relecteurs et qui les sollicitent, qui les contactent régulièrement, tient à jour des informations sur ces relecteurs, sur leur centre d'intérêt, leur domaine d'expertise, etc. Et donc l'idée, c'est de ne pas envoyer un texte à n'importe qui, quoi. Chacun a soit ses préférences, soit ses connaissances qui lui permettent de répondre sur un texte, mais pas sur l'autre. Et donc voilà, donc pour nous, ce qui est important, c'est non seulement d'avoir des relecteurs, mais surtout de connaître leur domaine d'expertise et leur centre d'intérêt, encore une fois. Une dernière question, donc, puisqu'on a dépassé l'heure, comme a dit Loubna, est-ce que, comment dirais-je, est-ce que vos études, vos conclusions, elles ont une influence sur les référentiels thérapeutiques, les guides de bonne pratique, quelque part? Et bien ça, c'est difficile de juger. Euh, le... C'est-à-dire officiellement, c'est des guides officiels, si vous voulez. Oui, oui, oui. Alors, ce qui est sûr, c'est que comme je vous ai montré dans la dernière diapositive, des personnes, des chercheurs s'appuient sur les données, enfin les informations et les analyses de prescrire pour certains médicaments, pour certaines synthèses ou y compris dans certaines agences du médicament pour élaborer des recommandations. Donc, ça peut arriver. Le fait de mesurer à quel point ce que nous produisons chaque mois a un impact favorable sur les recommandations et les guides de pratique clinique, ça c'est difficile à dire. Je peux juste vous dire que j'espère que c'est le cas, mais nous, notre cible principale, en quelque sorte, c'est plutôt les abonnés soignants. C'est eux qui font le cœur de nos abonnés. Je vous ai dit, parmi les abonnés, c'est surtout des soignants, des médecins généralistes notamment. Et donc, c'est surtout eux qu'on veut atteindre pour qu'ils disposent des meilleures données pour soigner leurs patients et qu'à terme, ce soit les patients qui en bénéficient. Le fait que ça influe le contenu des guides de pratique clinique, on n'est pas en mesure de l'évaluer. En tous les cas, je pense que à travers la revue Prescrire, on va prendre un raccourci pour lire la synthèse de tous les articles que vos lecteurs vont chercher à travers le monde, dans des revues spécialisées, dans des sites payants, etc., auxquels nous ne pouvons pas avoir accès tellement elles sont nombreuses. Donc, en fait, à travers Prescrire, on peut gagner du temps et de la connaissance pour pas cher. Je pense que c'est une bonne idée de recourir à vos publications sur certains sujets importants et on pourrait peut-être suggérer aussi de notre côté, je ne sais pas si c'est possible, des études sur certains sujets, certains médicaments, certaines pathologies. En fait, voilà, donc on verra ça dans le temps, ce qu'on pourra faire ensemble. Parce qu'effectivement, on se perd dans la documentation. On ne sait pas à qui nous référer parce que le problème du médecin praticien dans son cabinet privé, c'est qu'il n'a pas de recours. C'est pas comme dans un CHU où il y a des staffs pluridisciplinaires. Le médecin, il est perdu, il n'a pas le temps. Et la pléthore de documents, de documentation fait que finalement, il ne se documente pas, il se perd puisqu'il ne se retrouve. Et j'espère qu'à travers la revue Prescrire, on pourra se retrouver pour étudier ensemble des sujets qui vont dans l'intérêt du patient parce que c'est notre raison d'exister. Voilà. Tout à fait Donc, d'accord. merci, docteur Julien, pour cette présentation et cette rencontre avec vous. Je trouve vraiment que vous avez eu le courage de prendre une telle décision, avoir une revue indépendante de presque toutes les instances et les firmes pharmaceutiques, chose qui n'est pas facile à faire. Et on aimerait bien, on espère collaborer ensemble avec vous parce qu'on partage vraiment beaucoup de choses, beaucoup de valeurs, la vision aussi, la vision globale des choses. Donc, avoir le patient dans nos centres d'intérêt, c'est exactement ça, sur ça qu'on travaille dans la Société marocaine de médecine générale. On aura sûrement d'autres rencontres. Voilà, donc on vous remercie infiniment pour votre patience. Et voilà, si vous avez un mot à dire.
C'est surtout moi qui vous remercie pour votre invitation, au nom de toute l'équipe Prescrire. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Julien. Tu as été impeccable, très concis, très clair. Et voilà, je pense qu'on a ouvert une porte. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et ce n'est qu'un au revoir. En vous disant au revoir ce soir, ce n'est qu'un au revoir. J'espère qu'on se retrouvera très vite pour continuer, Inch'Allah, notre collaboration. Voilà. Eh ben, À merci très Merci, beaucoup. bientôt. Julien. Une Bonne photo de soirée. famille, si Mustapha est là. Voilà, Mustapha, si tu peux nous prendre une photo de famille comme on a l'habitude de le faire. Il est là, Mustapha, tu es là? Mustapha? Mustapha? Ah, Allô, il n'est pas là. Mustapha, Tu es là? Alors, Mustapha, Oui, je suis là, je ah, suis là. Ok, tu ok, nous c'est prends bon. notre photo de famille. Ok, c'est Tu bon. restes là, Julien, s'il te plaît. OK. S'il vous plaît, activez vos caméras pour ceux qui veulent prendre une photo de famille. Quand c'est Ok, fait, c'est tu bon. nous aviseras. Merci beaucoup, Allah merci يبارك عليكم. Julien, merci à tous ceux qui ont participé et à très bientôt, Inch'Allah. Au revoir, mes Merci, bonne amis. soirée. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Allez, bye bye. Salam. Ciao. سلام. merci سي مصطفى ميرسي يا خويا مصطفى دغيا تبارك الله دغيا عليك سي بوزيد بارك الله عليك الله ميرسي يعاونك. Merci, الله merci يحفظك Mustafa. الله Salam يحفظك alaikum. Salam. الله يمسك في رحمة الله